Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La dynamique autour des adhésions aux Patriotes s'emballe. Alors vous aussi, prenez votre carte orange, votre carte d'adhérent. Ceux qui sont déjà adhérents, qui veulent nous soutenir le développement de leurs idées, peuvent aussi faire un don en ligne, qui est en partie défiscalisé pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, en grande partie d'ailleurs. Mais sinon, si vous n'êtes pas adhérent, venez, rejoignez cette grande dynamique, cette aventure collective. Et on va vous mettre un lien en description de la vidéo, également en commentaire épinglé. Et les 20 dernières secondes de cette vidéo, vous pourrez même cliquer directement sur l'écran pour devenir adhérent des Patriotes. Je vous attends, vous savez qu'on est totalement libre grâce à vous. On n'a pas un centime de l'État ni des banques. On a pourtant des charges fixes obligatoires par la loi chaque mois. Et puis vous êtes membre, partie prenante d'une grande aventure pour vos idées, pour vos convictions, pour la France. Vous savez qu'on ne vous ment pas, on vous dit la vérité. On va le faire encore une fois aujourd'hui. Je vous remercie par avance, ceux qui adhéreront et qui feront un don. On va dire également la vérité aujourd'hui et surtout être dans l'action efficace concernant ce conflit gréco-turc. C'est le sujet de cette vidéo. Alors, cette vidéo ne va pas épuiser toute l'histoire et tous les ressorts diplomatiques, géostratégiques de cette affaire entre la Grèce et la Turquie. Ce serait infiniment trop long, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va se centrer également surtout sur la politique de la France, sur les intérêts de la France dans cette affaire, sur ce qu'elle doit faire. Vous allez voir ce que j'en pense, que nous en pensons. On va poser ici la question de notre crédibilité militaire, de notre appartenance évidemment à l'OTAN, puisque Grèce comme Turquie sont membres de l'OTAN. Et puis on va voir qu'il ne sert à rien de pleurnicher face à un État qui montre les muscles, qui est fort, qui veut être souverain. On ne doit pas le blâmer, on doit se blâmer nous-mêmes d'être faibles et on doit prendre les mesures pour que ce ne soit plus le cas. Voilà ce qu'est la réelle politique, la seule qui vaille en matière de défense des intérêts nationaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce différend dont on parle beaucoup en ce moment entre la Grèce et la Turquie ? Il est ancien, mais c'est vrai qu'il y a des tensions ravivées en ce moment en Méditerranée orientale. Il s'est passé que le lundi 10 août, la Turquie a déployé un navire de recherche sismique escorté par des bateaux militaires dans une zone qui est très riche en gisements gaziers. Vous verrez que c'est un enjeu très important dans cette affaire, qui est donc très disputé pour cela. C'est au sud-est de la mer Égée. Vous devez la connaître, c'est une mer antique dont on parle beaucoup dans les récits antiques. À 60 000 marins seulement au sud d'une île grecque qui s'appelle Castellorizo. Alors ça c'est son nom grec, son nom turc c'est Meis, M-E-I-S. Alors c'est plutôt un îlot, c'est 9 km², mais ça fait partie par les règles du droit de la mer international du plateau continental grec, de l'espace maritime grec. Mais c'est vrai que la Turquie, elle, dit qu'il n'y a pas de violation de l'espace maritime grec parce que cette île grecque ne se trouve qu'à 2 km des côtes turques alors qu'elle se trouve à 580 km des côtes grecques. Voilà. Mais pour la Grèce, c'est bien une violation de ses frontières maritimes. Ça, c'était le 10 août. Alors, en réalité, il y a une montée régulière des tensions dans cette zone de la Méditerranée parce que, je vous l'ai dit, on a découvert récemment de vastes gisements gaziers dans cette partie de la Méditerranée. Alors, les tensions sont anciennes et régulières entre la Grèce et la Turquie. Bien sûr, depuis 1974, il y a la question de l'île de Chypre, évidemment, puisque depuis 1974, l'île a été coupée en deux entre la partie nord, qui est sous influence turque et qui s'est autoproclamée République turque de Chypre du Nord, mais qui n'est reconnue dans le monde que par la Turquie, et le sud est sous influence gréco-chypriote. Voilà. Par ailleurs, la Turquie ne reconnaît pas la souveraineté maritime liée à un tas d'îles et d'îlots grecs un peu partout en Méditerranée orientale. Alors, il se trouve qu'il y a eu un événement important, c'était le 13 novembre 2019. La Turquie, pour la première fois de manière aussi complète et aussi claire, a présenté aux Nations Unies les coordonnées géographiques et une carte complète de la zone avec toutes ses revendications territoriales et maritimes. Ce sont surtout des revendications maritimes. La Turquie, en réalité, ne revendique pas vraiment d'îles grecques. Elle estime dans son analyse que certaines de ces îles ne confèrent pas à la Grèce un espace maritime et des droits maritimes. Voilà la vision turque qui est évidemment remise en cause par la vision grecque. Alors, il se trouve qu'il y a une différence entre les deux, c'est que la Grèce a signé en 1995 la Convention internationale dite de Montego Bay, qui date de 1982, sur le droit de la mer, alors que la France, par exemple, a signé aussi, alors que la Turquie n'a pas signé cette Convention internationale sur le droit de la mer de Montego Bay. Enfin, la Turquie n'est pas la seule du tout dans le monde à ne pas avoir signé cette convention. Sachez, par exemple, que les États-Unis non plus n'ont jamais signé cette convention.
Donc il y a une divergence entre les deux parties sur la définition même de ce qu'est une île. Est-ce que c'est une île, est-ce que c'est un îlot, etc. Et c'est vrai que dans le droit de la mer, ça ne donne pas les mêmes prérogatives aux pays qui possèdent ces îles ou ces îlots. Alors, les divergences, les conflits même entre pays sur ce qu'on appelle une zone économique exclusive, une zone liée à un espace maritime, sont monnaie courante. Il n'y a pas du tout qu'entre la Grèce et la Turquie que ça existe, mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus visible et les enjeux sont plus lourds. Mais par exemple, sachez que depuis 2018, il y a un enjeu entre l'Algérie et l'Espagne sur les Baléares, il y a un enjeu entre l'Algérie et l'Italie sur la Sardaigne, il y a même un enjeu qui n'a jamais été réglé entre la France et l'Espagne, toujours en cours, sur la zone économique exclusive. Alors, ce qui a ravivé encore les choses, c'est que le 6 août dernier, récemment, donc l'Égypte et la Grèce ont signé un accord pour délimiter ensemble leurs frontières maritimes sans tenir compte de la partie turque en réalité. Et la Turquie a réagi vivement en disant que par cet accord, l'Égypte et la Grèce avaient défini comme leur espace maritime faisait en fait partie du plateau continental turc. Alors, en fait, la Grèce et l'Égypte avaient réagi à un accord qui avait passé fin 2019, la Turquie elle-même, avec le gouvernement d'union nationale libyen, un accord qui autorise Ankara, donc la Turquie, à accéder à une large zone en Méditerranée orientale, et un accord qui avait été contesté en son temps par l'Égypte, par la Grèce et par Chypre. Voilà. Donc vous avez bien le tableau qui est planté. Alors, que doit faire la France dans ces contextes? La France, vous savez, elle n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt à la guerre. Elle n'a pas de revendication ni maritime ni territoriale, bien sûr, là-bas. Donc, elle doit être une puissance de médiation. Mais pour cela, il y a des conditions. On va y revenir, c'est très, très important. Elle doit obtenir que les deux parties, en fait, c'est deux intérêts nationaux qui s'affrontent, cette affaire, hein, Grèce et Turquie. Elle doit obtenir que ces deux parties, elle doit aider à cela en tout cas, aillent devant des tribunaux internationaux d'arbitrage pour régler diplomatiquement et pacifiquement cette affaire. Je crois que c'est aussi, d'ailleurs, je l'espère, le souhait des Grecs et des Turcs. Absolument aucun intérêt à la guerre, sachant d'ailleurs que les armées turques comme grecques, l'armée grecque, alors que le pays est petit et pas très riche, l'armée grecque est très importante, l'armée turque aussi. Alors, cependant, si la France veut jouer ce rôle de puissance de médiation et qu'elle veut mettre un coup de pression pour y arriver, il faut qu'elle soit crédible. Et là, on va y revenir. Alors, pour être crédible, il faut pas envoyer deux malheureux bâtiments de guerre, deux navires et deux chasseurs, c'est-à-dire deux rafales, comme Emmanuel Macron l'a décidé depuis avant-hier, hein, depuis le 12 août. Ça, c'est vraiment pas crédible. On risque juste d'être humilié militairement si la Turquie le décide, parce qu'en plus, nous sommes déployés loin de notre base nationale, contrairement à la Turquie qui est dans son aire de jeu. Donc tout ça n'est pas crédible. Donc si on veut être crédible, il faut avoir et mettre un coup de pression, il faut avoir une puissance militaire pour le faire, des arguments. Donc il faut investir, il faut doubler, ça c'est la vision des patriotes, doubler notre budget militaire en 5 ans. Ce qui ne nous mettrait pas à un niveau délirant, ce qui nous remettrait simplement au niveau qu'on avait en termes d'investissement par rapport à la richesse nationale dans les années 1980. Le monde est plein de conflits, plein de tensions, plein d'incertitudes. Il est évident que la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit investir massivement dans sa défense nationale, doublement du budget militaire en 5 ans. Par ailleurs, si on veut être crédible à être une puissance de médiation, on ne doit pas être lié par des alliances militaires qui sont contraires à nos intérêts nationaux et qui nous lient, qui nous ligotent. Donc il faut que la France sorte de l'OTAN. Sachez que la Grèce comme la Turquie sont membres de l'OTAN. Nous n'avons rien à faire, plus rien à faire, surtout depuis la fin de la guerre froide, dans l'OTAN. Macron a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il n'en a tiré absolument aucune conséquence. Il faut que la France soit indépendante. Et c'est ainsi qu'elle défendra ses intérêts nationaux. C'est ainsi qu'elle sera crédible. Bon, alors le rôle... Alors, dans cette affaire, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais personne n'est dupe du jeu d'Erdogan qui veut montrer les muscles aussi pour des raisons internes. Je pense que vous l'aurez compris. Il y a beaucoup de toute façon de faux semblants des deux côtés, beaucoup de cinéma et de théâtre des deux côtés, et notamment au côté turc. Il y a un jeu interne avec Erdogan qui veut montrer les muscles pour des raisons internes. Alors, l'Union européenne dans cette affaire, ne la mettons surtout pas dans l'affaire. Moi, j'entends des ministres français dire l'Europe, l'Union européenne doit prendre ses responsabilités de ça. L'Union européenne, concrètement, par sa politique ces dernières années, n'a eu qu'une seule conséquence, c'est de renforcer un seul acteur dans la zone, ce qui est la Turquie, par tout l'argent déversé par l'Union européenne à la Turquie, je vais y revenir, et elle a affaibli, elle a noyé un autre acteur, un autre pays, qui est la Grèce,
par la folle politique d'austérité que la Troïka européenne a imposée dans les années 2010 à la Grèce. Donc ne mettons surtout pas l'Union européenne dans le jeu, elle fait absolument n'importe quoi. Effectivement, l'Union européenne verse beaucoup d'argent à la Turquie à 2 titres. D'abord, du fait des accords de préadhésion de la Turquie à l'Union européenne. Sachez que l'Union européenne veut absolument que la Turquie devienne membre. Et donc, il a été prévu sur le budget 2014 à 2020 que l'Union européenne verse 4,45 milliards d'euros à la Turquie, ce qui a quasiment été versé. Encore une fois, on a versé entre 2018 et 2020 1,18 milliard d'euros à la Turquie. Et par ailleurs, depuis 2016, l'Union européenne a passé un accord sous pression d'Angela Merkel avec la Turquie sur le fait qu'il y a 4 millions actuellement de migrants syriens sur le sol turc. Et pour les conserver un maximum et qu'ils aillent le moins possible vers l'Europe, chaque année, l'Union européenne fait un chèque de 640 millions d'euros à l'État turc. Voilà la réalité de l'implication de la politique de l'Union européenne dans la zone. Donc, il faut arrêter la blague. L'Europe n'existe pas et ne doit pas exister dans cette affaire. Par ailleurs, je le disais, si nous voulons être une puissance de médiation pour régler le problème, on doit être crédible. Je vous ai parlé de la sortie de l'OTAN, je vous ai parlé du doublement du budget militaire. On doit aussi arrêter de pleurnicher. On dit « Ah, méchant Turc, etc., méchant Erdogan. » Bon, c'est le jeu d'Erdogan, etc. Enfin, écoutez, on n'est pas sérieux là-dedans. On doit arrêter de pleurnicher. On ne peut pas blâmer un État comme la Turquie de vouloir être fort et souverain. On doit se blâmer nous-mêmes d'être faibles, évidemment. Et donc prendre les mesures pour ne plus l'être, pour avoir une véritable politique de puissance. Le mot puissance, qui rime d'ailleurs avec France, ne doit pas nous faire peur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre armée a été mise à l'os par des années d'austérité, des décennies d'austérité. Il faut réinvestir dans l'armée, je vous l'ai dit. Ça veut dire aussi qu'on doit arrêter de dépendre de la Turquie, par exemple, sur la question des migrants. On ne doit pas faire un chèque chaque année, surtout quand c'est Mme Merkel qui l'a décidé. On doit gérer nous-mêmes notre politique migratoire, donc on doit avoir la souveraineté migratoire, on doit avoir le contrôle de nos frontières nationales et gérer nous-mêmes notre sécurité intérieure et la question des migrants sans avoir besoin de dépendre de la Turquie, de lui faire un chèque chaque année. Ah bah oui, ça veut dire faire le Frexit. Évidemment, on n'a pas de souveraineté migratoire et on n'a pas de contrôle de nos frontières nationales si nous restons membres de l'Union européenne et si nous restons d'ailleurs dans l'espace Schengen. Donc, si on veut être une puissance de médiation, évitons d'être dans l'agressivité avec de petits moyens qui ne sont pas crédibles, soyons indépendants et forts et crédibles et arrêtons de pleurnicher, respectons les gens, respectons toutes les parties et là vous verrez qu'on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus respecté parce que respectable. Reprenons nos intérêts nationaux en main et tout ira mieux tout de suite. C'est beaucoup mieux que de pleurnicher face au lait renversé. C'est une bonne leçon cette affaire. C'est une bonne leçon sur la réelle politique. Un pays respecté, c'est arrêter de pleurnicher, je le disais, c'est avoir des alliances intelligentes et pragmatiques, c'est donc être souverain, c'est avoir une diplomatie propre et non pas sous influence, c'est avoir une armée respectée parce qu'au niveau concernant les moyens dont elle dispose, c'est également ne pas dépendre de phénomènes intérieurs qui pourraient nous fragiliser dans notre position extérieure. Je m'explique. Si on estime qu'il y a en France des individus turcs dangereux ou qui n'ont rien à faire là, par exemple j'ai vu un Turc, un espèce de zozo à Lyon qui menace là sur internet de faire des attentats en France contre des ressortissants français ou des Kurdes, eh bien on l'expulse ce zozo turc, hein. Et alors qu'il y a d'autres Turcs qui se comportent beaucoup mieux, mais lui, il n'y a rien à faire en France. Mais pour pouvoir l'expulser, il faut être souverain, il faut avoir le droit de l'expulser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand vous êtes membre de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Par ailleurs, si les Français estiment qu'il y a trop de mosquées turques en France, parce que c'est un choix, les Français estiment qu'il y en a trop, et puis ils estiment que, en plus, c'est vrai ce qui est le cas, les mosquées turques sont des émanations de l'administration turque. Eh ben, on doit pouvoir dire on n'en construit plus ou on les ferme. On doit pouvoir le décider souverainement, mais pour ça, il faut être souverain. Et vous avez donc une crédibilité parce que vous maîtrisez également votre politique intérieure. C'est ça, être un pays dans la réelle politique. C'est respecter les partis, respecter les pays, convenir qu'il y a un désaccord d'intérêt national, mais toujours avoir en tête son propre intérêt national et se donner les moyens d'être une puissance qui fasse respecter de manière crédible, indépendante et libre son intérêt national. C'est ça ma vision de la politique étrangère. Vous voyez, la souveraineté, c'est la condition du règlement des conflits et de la coopération saine entre peuples qui se respectent.
Voilà ce que je souhaite pour la diplomatie française. Donc quittons l'OTAN, ce sera une des premières choses à faire. Arrêtons de pleurnicher, ne blâmons pas les États qui sont forts, blâmons-nous nous-mêmes d'être faibles et prenons surtout les mesures pour ne plus être faibles et pour être forts et puissants et indépendants nous-mêmes. Je vous remercie. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, bien faites pression avec nous et adhérez aux Patriotes. Prenez votre carte orange, rejoignez cette vision des choses. Il y a un lien pour adhérer en description de cette vidéo, en commentaire épinglé et en cliquant ici ou ici, je ne sais pas, sur l'écran pour avoir un lien direct. Je vous attends, n'attendez plus et vive la France. À bientôt.